Merveilleux. Bonjour tout le monde. Merci d'être là. Mon nom est Martine Fortin. J'utilise le pronom elle. Je suis coordinatrice de projet à la Coxida. Et merci de vous joindre à nous pour le webinaire d'aujourd'hui sur l'accompagnement à distance en prévention des surdoses, qui est un nouveau service provincial du Centre de référence du Grand Montréal, donc qui est évidemment très pertinent à connaître. Avant de se lancer officiellement dans le webinaire, c'est important de reconnaître que les bureaux de la Coxida sont situés en territoire autochtone non cédé. C'est la nation Ganyan-Guéhaga qui est la gardienne des terres sur lesquelles nous travaillons et des eaux qui nous entourent. La ville que nous connaissons sous le nom de Montréal se nomme Tiohtià:ke et est un lieu de rassemblement pour de nombreux peuples autochtones. Nous sommes tous et toutes invités à apprendre, connaître et reconnaître d'apprendre les réalités autochtones afin de contrer l'objectif colonial d'effacement de ces peuples et de leur culture. Donc, comme je disais, on va apprendre aujourd'hui un nouveau service pour l'accompagnement des personnes qui consomment. Puis c'est vraiment important d'avoir une diversité des options pour que chaque personne puisse trouver le service qui lui convient, surtout dans un contexte d'augmentation importante et inquiétante des surdoses. Donc, j'ai très hâte d'entendre ce que le Centre de référence du Grand Montréal a à nous partager aujourd'hui. Le service est encore en soft launch. Ça va être au mois de novembre, je pense, le lancement officiel. Donc, on a un peu une primeur, je trouve. Donc, merci. On a avec nous Lucie Keshishian, qui est directrice des communications du développement pour l'ensemble des services du Centre de référence du Grand Montréal. Elle possède plus de 20 ans d'expérience, notamment en communication au sein des organismes communautaires. On a également Nancy Rocha, qui est spécialiste des dépendances depuis plus de 20 ans et qui a développé une expertise approfondie en jeu excessif et en consommation de substances et en accompagnement des proches en formation clinique ainsi qu'en gestion. Depuis son arrivée au Centre de référence du Grand Montréal, elle a été intervenante et ensuite gestionnaire du télécounseling, un programme d'aide entièrement à distance pour les joueurs excessifs. Elle est maintenant directrice de ce service de télécounseling et des autres services en dépendance, soit drogue, aide et références et jeux, aide et références. Elle est aussi l'initiatrice du service qu'on va voir aujourd'hui d'accompagnement à distance en prévention des surdoses. Donc, merci à vous deux d'être avec nous aujourd'hui. Je vous laisse la parole. Merci de nous accueillir. On a très hâte de vous présenter ADPS, le service d'accompagnement à distance en prévention des surdoses. On s'est dit qu'avant de rentrer dans le vif du sujet, peut-être qu'on pourrait vous présenter aussi un petit peu ce que fait Drogue et des références, puisque c'est le service à contacter pour avoir accès au service d'accompagnement. Alors, très rapidement, juste pour un rappel, le Centre de référence du Grand Montréal, c'est quoi? Donc, c'est un organisme communautaire qui a été fondé il y a bientôt 70 ans, qui gérait en fait au départ une ligne d'information sur les ressources communautaires et sociales, qui est devenue en 2018 le 2-1 Grand Montréal Gatineau. Et avant cela, donc depuis 30 ans, un peu plus de 30 ans maintenant, le centre gère aussi les services en dépendance, donc drogue et des références et jeux et des références, qui ont chacun développé d'autres services. Donc pour jeux et des références qui viennent en aide aux joueurs puis aux membres de l'entourage, on a aussi un programme de télécounseling, donc pour spécifiquement les joueurs de jeux de hasard et d'argent. Puis ce programme existe depuis 2012, un petit peu avant le projet pilote, mais officiellement depuis 2012. Donc, comme le disait Martine, c'est Nancy qui l'a géré. Et puis, Drogue et les références lance cette année son service, donc ADPS, qu'on va vous présenter. Très rapidement, nos Drogues et les références, c'est un service qui est financé par le ministère de la Santé et des Services sociaux, accessible partout au Québec, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est gratuit, c'est confidentiel, c'est bilingue. On est joignable par téléphone au 1-800-265-2626 ou clavardage@drogue.ca. C'est une équipe de 23 intervenants qualifiés, de recherchistes pour notre base de données. On va vous dire un petit peu plus qu'est-ce que c'est que notre base de données. Un coordonnateur des services en adjoint à la coordination et une direction. Donc, c'est une équipe très bien soudée. Drogue et les références. Donc, c'est un service d'écoute, de soutien, d'information et de référence. Donc, pour les personnes qui sont préoccupées par leurs habitudes de consommation, ainsi que les membres de l'entourage. Donc, quelques exemples. On peut agir en prévention de la rechute, en soutien en cas de rechute. Donc, le 24 heures sur 24 est vraiment utile pour ces personnes. On a l'information sur les substances. Donc, on peut indiquer les interactions entre les substances, les risques possibles, etc.
On a aussi beaucoup de demandes d'explications sur le fonctionnement des services de thérapie et de centres de réadaptation en dépendance. Donc, il y a plusieurs options disponibles au Québec. Les gens peuvent être parfois un petit peu perdus ou ne pas connaître les différentes options du public, du privé, etc. Donc, nos intervenants sont vraiment là pour expliquer. Puis, on a des références, évidemment, donc une base de données de près de 3000 ressources en dépendance et santé mentale partout au Québec. Plus concrètement, on vous donne quelques exemples d'appels, c'est vraiment des exemples, mais donc ça peut être une adolescente qui est inquiète de la consommation du cannabis de son grand frère. Ça peut être un consommateur en recherche d'un groupe d'entraide pour le supporter dans son abstinence de cocaïne. Une personne qui a un trouble de consommation d'alcool, qui traverse une période difficile et craint de rechuter. Une personne qui vient de consommer plusieurs substances veut s'informer sur les possibles effets du mélange. Une jeune femme qui consomme des médicaments pour se concentrer à l'école et ne semble plus pouvoir s'en passer. Un appel de crise d'une personne intoxiquée ou en détresse. Un travailleur social qui recherche un centre de thérapie pour son patient. Donc, comme je vous disais, c'est une ressource de près de 3000, c'est une base de données de près de 3000 ressources en dépendance et santé mentale. Et puis, on produit également des bilans des demandes d'aide reçues. Donc, on va vous montrer un exemple par la suite. Donc, je ne passerai pas à travers l'ensemble des graphismes, mais ça vous donne une idée un petit peu de où on en est au niveau des demandes d'aide à drogue à des références. Donc, par exemple, en 2024-2025, c'était un peu plus de 23 000 appels durant l'année avec une hausse de 6 %. Évidemment, avec la pandémie, nos services ont quand même vraiment explosé puisque au moment où il y a des centres qui devaient fermer ou qui ne pouvaient plus accueillir de clientèle, nous, on était déjà 100% à distance. Donc, on a eu une hausse de 38% par rapport à 2019-2020. Puis, le type, même si nos appels sont évidemment confidentiels, on pose toujours des questions sur l'âge, sur la région de la personne, etc. Les gens ne sont absolument pas obligés de répondre, évidemment, mais ça donne un peu quand même une idée d'où on en est dans notre service. Puis, on constate qu'on a quand même des personnes qui nous appellent essentiellement entre les 30 et plus de 60 ans. En fait, les personnes de 60 ans sont même en augmentation dernièrement dans nos appels. Le type de besoin, donc là aussi, ça donne une idée un petit peu de pourquoi les gens nous appellent. Donc, ils veulent connaître les traitements pour les troubles liés aux substances, avoir du soutien donc, par rapport à leur situation. Ils veulent de l'information, de l'aiguillage, ils cherchent des groupes de soutien, des intoxications. Fait que les demandes sont quand même assez larges, mais essentiellement, on voit que c'est vraiment pour de l'aide dans le traitement des troubles liés aux substances. Puis, majoritairement, ce sont les consommateurs eux-mêmes qui nous contactent. Avec ensuite les tierces, donc ça peut être amis, conjoints, les parents. Les professionnels aussi, donc comme on vous disait, on répond à plusieurs intervenants aussi qui peuvent avoir besoin d'aide. Donc ça, c'est vraiment des données pour notre rapport annuel 2024-2025. Donc c'est fixe dans le temps, mais ça peut changer d'année en année. Au niveau des produits mentionnés, donc, essentiellement, on nous appelle pour de l'alcool. On a encore quelques personnes qui nous contactent puis qui nous demandent votre service, c'est drogue des références. Est-ce que moi j'ai un enjeu d'alcool? Est-ce que je peux vous contacter? La réalité, c'est oui, évidemment. Donc, on a aussi la nicotine. Donc, ça, c'est un petit peu nouveau dans la dernière année, mais c'est notamment en raison de collaboration avec les CQTS. Donc, ça a fait que la nuit, en fait, les personnes sont référées vers nos lignes puisque eux ferment en soirée. Le cannabis, la cocaïne, les amphétamines, le crack, benzodiazépines, etc. Et puis, les communications par région, donc essentiellement, c'est aussi logique en termes de population, là, mais Montréal, Montérégie, etc. On a fait beaucoup d'efforts dernièrement pour se faire connaître auprès des CIUS, des CIS, des organismes communautaires des différentes régions du Québec. Donc,
Des régions où on avait vraiment zéro appel auparavant commencent depuis 2, 3 ans à porter fruit, puis on commence à se faire un petit peu plus connaître, notamment par l'intérêt des CIS et des CIUS de référer une ligne 24/7 là, pour les personnes qui en ont besoin. Je vais laisser la parole à Nancy pour ADPS. Merci beaucoup, Lucie. Merci à tout le monde d'être ici aujourd'hui pour notre présentation sur ADPS, donc ADPS pour accompagnement à distance en prévention des surdoses. Donc, à qui ça s'adresse exactement? ADPS, c'est un service qui s'adresse à toute personne qui consomme seule, puis qui souhaite être accompagnée durant sa consommation parce qu'elle craint pour sa sécurité. Donc, évidemment, la personne doit consentir également qu'on appelle les urgences. Donc, ça, c'est un prérequis important parce que pour pouvoir intervenir en cas de surdose, il faut avoir une personne qui est physiquement sur place et dans ce cas-ci, ça serait les premiers répondants. Donc, ça peut s'agir de consommation de drogue à risque de contamination, bien sûr, ce qu'on connaît actuellement sur le marché, donc opioïdes, stimulants de toutes sortes. ADPS, contrairement à drogue à des références que vous avez vu, on a vraiment une majorité de personnes qui consomment cannabis et alcool. ADPS s'adresse vraiment aux personnes qui consomment les autres substances, donc les substances qui sont à risque de contamination. Bien entendu, je ne le mentionne pas, mais on les réfère si jamais ils nous appellent à ADPS, on va référer à drogue à référence les personnes qui appellent pour les autres substances. Donc, les grandes lignes de ADPS, donc c'est le même numéro de téléphone que drogue à des références. Donc, on l'a mentionné tout à l'heure, 1-800-265-2626, mais c'est une option de service. Donc, on a l'option drogue à des références et l'option ADPS. On peut aussi aller sur adps.ca pour avoir plus d'informations. C'est un service qui est offert par téléphone ou visioconférence. Donc, la porte d'entrée reste par téléphone, mais en cours d'accompagnement, on va offrir la visioconférence. C'est offert par des intervenants spécialement formés qui ont aussi différents savoirs, donc savoir expérientiel, donc pour entrer vraiment dans un contact bienveillant, sans jugement, que la personne se sente vraiment confortable lorsqu'elle appelle pour ce service-là. C'est accessible. Contrairement à drogue à référence, 16 heures sur 24. On n'a pas le 24 sur 24, on souhaite l'avoir éventuellement, mais c'est ouvert de 11 heures le matin à 2h30 le matin. Un service qui est bilingue, qui est confidentiel, qui est disponible partout au Québec. Puis en cas de surdose, je l'ai mentionné, mais c'est les services d'urgence qui sont sollicités, bien entendu, pour pouvoir administrer la naloxone et faire la prise en charge. Donc, les principales étapes, on a voulu, là, c'est écrit en très petit, désolé pour ceux qui doivent porter des lunettes ou un peu de difficulté à voir, mais c'est vraiment 5 étapes pour expliquer en gros en quoi ça consiste cet accompagnement-là. Donc, d'abord, il faut accéder à un intervenant. Donc, en appelant, comme je viens de mentionner, à la ligne drogue à des références et pour être plus clair, c'est l'option 2 qu'il faut choisir suite à l'enregistrement du message. Idéalement, on dit bien idéalement, que la personne n'a pas déjà consommé. Donc, mais ça arrive quand même là, que les gens ont déjà commencé leur consommation avant d'utiliser notre service. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va chercher à expliquer clairement à quoi que la personne peut s'attendre avant de commencer. Et on cherche à avoir le consentement, évidemment, de la personne qu'on appelle les urgences. C'est très important pour nous. Et ça vient avec aussi l'information de savoir où la personne se trouve, donc être capable de localiser son adresse complète, numéro de téléphone. En cas qu'il y a quelque chose qui arrive, on doit agir très rapidement pour pouvoir localiser la personne. Donc, la personne, quand elle nous appelle, elle peut choisir de donner son nom ou un pseudonyme. Donc, c'est vraiment libre à elle. Donc, c'est selon la relation qu'elle veut développer, le lien de confiance, comment elle se sent mieux. Et quand même une série de questions que l'intervenant va poser. Évidemment, on doit se limiter à quelques questions qu'on juge pertinentes au début, comme c'est quoi la substance que la personne va consommer, son mode de consommation, est-ce qu'elle avait déjà consommé, c'est quoi les quantités, a déjà fait une surdose, a-t-elle une trousse de naloxone auprès d'elle, etc., etc. Donc, il y a vraiment un ensemble d'informations, a-t-elle du matériel stérilisé à sa disposition. C'est sûr qu'on peut pas tout demander, sinon la personne elle vivrait un questionnaire, puis ça serait pas une expérience agréable. Donc, mais on cherche, là, selon le jugement là, de l'intervenant, à avoir un minimum d'informations qui va favoriser la capacité de cibler s'il y a un risque de surdose ou s'attarder aux symptômes qu'on doit vérifier. L'accompagnement en soi, ce que j'aimerais dire, c'est que c'est de la co-construction. C'est vraiment une collaboration avec la personne qui nous appelle. On s'adapte, et étant donné que chaque situation est différente, puis même une même personne qui a déjà appelé
quelquefois, on va devoir s'adapter, puis il y a peut-être un nouveau contexte, une nouvelle situation qui va faire que l'accompagnement va se faire différemment. Donc, c'est sûr que c'est basé sur une approche de réduction des méfaits. Donc, il y a plusieurs choses qui peuvent être faites, comme par exemple sensibiliser sur des services qui existent pour peut-être vérifier, aller analyser sa substance, espacer peut-être sa consommation quand les gens se sentent un peu agités puis cherchent à consommer de façon automatique, de peut-être parler un peu plus, espacer la consommation. Ainsi de suite. Donc, il y a vraiment plusieurs choses que l'intervenant peut faire, mais ultimement, ce qu'on cherche à créer, c'est un lien de confiance pour que la personne se sente confortable pour nous téléphoner à nouveau lors de sa prochaine consommation. Un élément important, évidemment, c'est la vérification. Donc, il y a des gens pour lesquels, lorsqu'on les accompagne, c'est plutôt facile de vérifier parce que la personne parle, elle est très présente avec nous, il y a un échange qui est fluide. Des personnes qui sont un peu plus discrètes, qui cherchent à faire leur consommation de façon un peu plus en solitaire, mais donc l'intervenant doit s'adapter dans son accompagnement et de vérifier régulièrement si tout va bien, si la personne elle n'expose pas des signes de surdose sur le moment. Évidemment, si la personne voit venir, parce que souvent les gens vont sentir eux-mêmes qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond, que leur consommation est peut-être contaminée ou que c'est pas comme d'habitude, peut demander elle-même qu'on appelle les urgences, ça l'arrive. Mais aussi, si l'intervenant, évidemment, voit, peut proposer ou appelle si la personne ne répond pas. Donc, on cherche toujours à informer la personne, bien entendu, qu'on va appeler les ambulances. La fin de l'appel, mais si tout va bien, l'appel prend environ une quarantaine de minutes, règle générale. Mais je dis ça sous toute réserve, ça dépend encore une fois de plein de facteurs, mais ce qu'on observe, c'est à peu près une quarantaine de minutes. Puis si la personne, ça arrive assez régulièrement qu'elle veut continuer à parler de sa consommation sans nécessairement consommer à ce moment-là, mais on tente de faire le pont, le lien avec droit à des références, puis ça devient un autre service que la personne peut utiliser, avoir recours en tout temps, puis en plus que ce service-là est ouvert 24 heures sur 24. Donc, pourquoi un service à distance? Donc, c'est sûr que les services de consommation supervisée restent l'option la plus sécuritaire. Donc, mais elles ne sont pas disponibles partout au Québec, c'est un fait. Donc, en plus des enjeux à distance, de fait d'une distance géographique, mais l'accessibilité physique, les heures d'ouverture, parfois il y a même une expulsion temporaire qui peut arriver pour certains services, l'accès qui est limité. Ben, ça devient un enjeu pour certaines personnes de pouvoir avoir cet accompagnement-là. On sait que les stimulants étaient responsables d'à peu près 40 des décès par surdose au Québec entre janvier 2022 et avril 2023. Puis, on sait aussi que les centres de consommation supervisés à ce moment-là permettaient une consommation par inhalation était quand même assez limitée. Donc, ça générait un besoin encore là qui n'était pas répondu pour la population qui consomme. Plusieurs personnes ne connaissaient pas l'existence des services déjà de base et ne savaient pas que ça existait, des services de consommation, ou ils ne s'identifiaient pas avec les services qui étaient disponibles pour eux. Donc, encore une fois, ça répondait pas à toute la population. Donc, le point que je veux faire avec ces exemples-là, c'est surtout de dire qu'on a besoin de diversifier les services d'accompagnement à la consommation, puis de ne pas hésiter d'offrir des services qui sont un peu différents de ce qui existe là, parce que la population qui consomme, elle est très différente, elle est très diversifiée. Donc, selon une étude des rapports du coroner, entre janvier 2022 et avril 2023, 81 des surdoses se sont produites alors que la personne consommait seule. Donc, il y a plusieurs raisons qui font que les gens consomment seuls. Je pense que j'ai une diapo pour ça. En effet, à travers une collaboration qu'on a eue avec la QP Sud, on a pu faire un petit sondage auprès de 134 personnes utilisatrices de substances et elles nous ont partagé les raisons pourquoi elles favorisent ou elles décident de consommer seules. Puis, sans surprise peut-être pour vous, mais ce qui est ressorti, c'est la peur de se sentir jugé, l'envie d'être dans ses affaires, avoir un environnement calme en consommant. Il y avait aussi celui de la peur de voir d'autres personnes faire des surdoses. Donc, c'est toutes des raisons qui sont tout à fait légitimes, qui fait qu'une personne décide de consommer seule. Et donc, il fallait trouver une façon pour rejoindre ces personnes-là, malgré cette décision-là. Donc, une fois qu'on a posé la question, est-ce que vous croyez qu'un service comme ADPS pourrait être utile pour vous, pertinent? Ben, on était très heureux de voir que 88 des gens ont répondu oui.
Donc, ça nous a donné le boost pour pouvoir continuer. Alors, c'est un service complémentaire qui collabore avec le milieu. Donc, bien évidemment, ADPS, il s'inscrit dans un plus grand éventail de services en réduction des méfaits et en prévention des surdoses. Donc, il y a des services virtuels pan-canadiens. Vous devez peut-être connaître Norse, avec qui on a communiqué pour justement s'inspirer puis vraiment faire un partage de connaissances. Euh, donc, eux, ils ont quand même une offre par téléphone, texto, puis récemment clavardage. Donc, vous avez vu qu'on a quand même une différence avec Norse où nous, on n'offre pas le texto ni le clavardage, mais on a opté pour la visioconférence. Puis qui est utilisé. Donc, on a des petites statistiques là, qu'on a déjà pu on va vous partager un peu plus loin. Il y a l'application Brave aussi, juste pour vous montrer qu'il y a des initiatives quand même intéressantes qui a eu lieu, mais qui, évidemment, est peu connue, n'a peut-être pas le financement nécessaire pour pouvoir le déployer à grand public. Il y a les services locaux et régionaux, les services communautaires qui offrent quand même beaucoup de services, puis qu'on est en mesure, avec notre belle base de données que Lucie a présentée tantôt, donc ça fait partie aussi de nos réflexes de référer vers les organismes lorsque possible dans le secteur de la personne. Puis le projet ADPS est quand même un projet collaboratif dans le sens qu'on a un comité aviseur qui est composé de la QP Sud, la IDQ, Profane 2.0 puis le GRIP Montréal. Donc, on est vraiment en constante communication avec ces organisations et d'autres pour justement s'ajuster selon l'évolution du projet. C'est sûr que c'est un beau service, on est très fiers, mais il y a des limites quand même. Donc, on ne pourra jamais remplacer pleinement les services en personne. Donc, ça, c'est un fait. On ne pourra pas avoir le contact physique avec la personne qui nous appelle. Donc, la possibilité de lire les signes vitaux comme dans un service de consommation supervisée où ce qu'on peut carrément monitorer le taux d'oxygène. Nous, c'est sûr que de toute évidence, en étant à distance, on a quand même ces limitations-là au niveau d'être capable d'identifier vraiment si la personne est en surdose ou si la personne est juste lourdement sous les effets de certains contaminants qu'elle vient de prendre. Donc, on doit adapter nos façons pour s'assurer d'un accompagnement puis l'attention de la personne pour qu'elle soit en équipe avec nous. C'est pour ça que la collaboration est si importante. Autant la personne qui nous appelle que nous, on doit se comprendre au niveau de nos limites puis comment on peut mieux l'accompagner, sachant ces limites-là du service. Donc, OK, ouais, c'est correct. Pardon. On peut le passer, non, on va revenir. Donc, ADPS prend des services d'urgence pour apporter une aide en cas de surdose. Donc, on l'a mentionné tout à l'heure, ce qui peut causer des délais et ne garantit pas évidemment une aide appropriée sans jugement. C'est pas comme une continuité nécessairement de nos services. Malgré ça, je tiens à dire qu'on fait beaucoup de sensibilisation. On parle avec les services d'urgence là, en ce moment énormément. On a une belle réceptivité puis vraiment une collaboration qui est une sensibilité puis une collaboration qui est quand même très bien accueillie. Donc voilà, on va continuer nos efforts pour que ça soit plus représentatif, une continuité de nos services, parce que ce qu'on veut, c'est que les gens n'aient pas peur qu'on appelle le 911 là, ultimement, là, puis qu'ils puissent continuer à nous appeler. Et ça offre beaucoup de possibilités. C'est sûr qu'on est en lancement. On apprend au fur et à mesure que les gens communiquent avec nous, puis on voit vraiment que les besoins sont en pleine évolution. Donc, on a à continuer à développer puis à être à l'écoute des besoins des gens qui nous appellent, puis de voir vraiment comment qu'on peut orienter nos services dans le futur pour que ça reste toujours pertinent. On sait que la situation évolue très rapidement, puis il faut vraiment être à l'écoute des gens qui nous appellent. Donc, quelques statistiques. Je tiens à dire que c'est des statistiques qui représentent vraiment le soft launch, comme on a mentionné, donc du 25 juin au 1er novembre, donc sans publicité, grand public. Donc, c'est vraiment un portrait de maintenant qui peut changer d'une semaine à l'autre. Mais quand même intéressant de voir que on peut voir peut-être des distinctions avec certains de centres de consommation supervisés. Je ne peux pas comparer, mais je soupçonne que notre pourcentage de femmes déjà est quand même assez important. Donc, on a quand même 26 de femmes qui communiquent avec nous versus 72 d'hommes. Sans surprise, on a quand même une majorité de francophones qui nous appellent.
Puis, un élément de nos services qu'on n'a pas mentionné, mais on offre le suivi. Donc, une personne qui vivrait une surdose avait l'option initialement dans l'appel de demander un suivi post-surdose. Donc, c'est quoi le but de ça? C'est de vérifier, mais comment ça s'est passé après la surdose avec justement les services d'urgence, avec leur accueil à l'hôpital, leur expérience. Puis, ça nous permet de faire peut-être un accompagnement et offrir du soutien ou référer vers des organisations qui sont en mesure d'offrir ce soutien-là, parce que c'est quand même très souvent des expériences qui sont traumatisantes. On a une répartition des appels en région qu'on cherche à diversifier encore plus. Évidemment, c'est l'intention. Mais quand même, sans publicité, Montérégie, Chaudière-Appalaches, Saguenay, Laurentide, ça inaugure bien. On est confiant qu'on va pouvoir rejoindre plusieurs régions. Puis, on voit quand même que 21% des gens choisissent la visioconférence. Je dois quand même se préciser que souvent, c'est des gens qui nous ont déjà appelés. Donc, ils nous ont déjà appelés, ont un lien de confiance avec nous, puis sont prêts à passer à la prochaine étape. Très rarement, on va choisir la visioconférence en partant là. Ah, j'ai peut-être pas nommé l'échantillon, mais c'est 117 communications. Donc, c'est bon à savoir pour cette présentation-là. Donc, les substances, on voit beaucoup de stimulants. Donc, il est quand même très représenté. C'est sans surprise. Puis, des opiacés par injection aussi, qui est quand même fortement représenté actuellement. Donc, les bons coups, ben, c'est un service qui dans le fond, les gens et qui il y a une grande majorité des personnes qui nous contactent régulièrement. Donc, ça, c'est sûr que c'est un bon coup, c'est un signe de confiance qui s'installe. Puis, ça nous permet de vouloir justement évoluer puis continuer, comme je mentionnais tout à l'heure, à adapter nos services selon ce qui se présente, les besoins qui se présentent dans nos services. Donc, une collaboration entre la personne qui consomme puis l'intervenant, les conseils ou les suggestions, l'accompagnement, les recommandations, je ne sais pas comment les appeler, mais en réduction des méfaits sont, règle générale, très bien reçues. Il y a vraiment une volonté, un désir là, de chacune des parties, là, que tout se déroule bien. Donc, ça, c'est quand même très stimulant, très motivant à voir. Donc, ça nous est même arrivé une personne c'est un exemple quand même qui vaut la peine de nommer, qui a appelé quelques fois à notre service à DPS, puis qui, à un moment donné, s'est ouvert sur sa consommation, puis cherchait à avoir d'autres options. Puis était rendu là, puis nous, ben, à ce moment-là, on a pu l'accompagner pour la suite des choses. Les défis, ben c'est vu que c'est nouveau pour nous, puis on est en apprentissage continuel, ben c'est sûr qu'il y a l'adaptation de nos protocoles. On est toujours en adaptation, il y a toujours des situations qui nous mettent au défi. Dernièrement, c'est sûr, c'est le défi de la consommation par voie orale qui nous a fait réfléchir énormément au niveau de la durée de l'accompagnement. Compte tenu du mode de consommation principalement. Il y a les horaires, donc on est très attentif à voir si l'horaire qu'on propose, le 11h à 2h30 du matin, c'est-tu vraiment l'horaire qui répond le mieux? On observe maintenant qu'il n'est même pas 11h puis il y a déjà des gens qui nous appellent, donc est-ce que ça serait plus pertinent d'offrir un service un peu plus tôt que plus tard? Donc, c'est toutes ces choses qu'on observe. Puis évidemment, se faire connaître, puis avoir l'intérêt, la collaboration avec les services d'urgence, parce que comme je mentionnais tout à l'heure, là, c'est comme quand même une clé importante là, pour que les gens continuent à nous appeler, c'est que la connaissance de nos services au niveau des services d'urgence, puis l'approche qui est utilisée reste quand même en cohérence avec ce qu'on est en train de développer. Et Puis, c'est ça, au niveau des communications, comme on vous le disait, on est en soft launch en fait depuis le 25 juin. Donc, on a un lancement média qui est prévu le lundi 17 novembre. Donc, c'est vraiment un effort de relations de presse, notamment, comme on vous disait, pour tenter d'être plus connu en région aussi. Donc, on sait qu'il y a des besoins quand même assez grands. Donc, on espère que ça va vraiment lancer ADPS. On aura évidemment les médias sociaux, infolettres, etc. On a des cartes d'affaires, affiches. Si vous voulez les recevoir, vous pouvez me contacter en tout temps. On en a aussi pour drogue et des références. Et puis, on va évidemment avoir des actions ponctuelles. On participe à des événements, etc. Donc, voilà, c'est comme vous disiez, Martine, on est heureuse de vous présenter le service avant qu'il soit connu et pouvoir prendre le temps de répondre à vos questions si vous en avez. Donc, voilà, merci de nous avoir écoutés.
Merci énormément. Très intéressant. Bravo pour l'initiative. Puis, on a vraiment beaucoup de temps pour les questions, donc n'hésitez pas à avoir, je pense que si vous avez des cas en tête de gens, peut-être à qui ça pourrait être pertinent, vous demandez si cette personne-là pourrait bénéficier du service ou Oui, c'est une excellente question. Puis oui, on est à l'aise. On pourrait avoir une personne dans notre équipe qui pourrait venir faire ce lien-là. On est chanceux parce qu'on a quelqu'un qui a déjà travaillé chez Réseau chez nous, puis on est en mesure de bien se faire le lien. Donc, simplement m'écrire, puis je vais pouvoir faire le lien avec la personne dans mon équipe qui pourra faire planifier une rencontre avec vous. Ça nous fait vraiment plaisir. Si je comprends bien, une personne qui consommerait par injection des médicaments opioïdes prescrits, elle ne pourrait pas bénéficier du service? Oui, elle pourrait bénéficier du service quand même parce qu'il y aurait comme euh, d'autres recommandations ou accompagnements qu'on peut faire en réduction des méfaits. On visait plus de limiter les appels, étant donné qu'on a quand même une grande portion des gens qui nous appellent qui est pour l'alcool puis le cannabis. Ils nous appellent déjà à drogue à des références, puis on est en mesure de faire un certain accompagnement avec ces personnes-là. Mais on visait à répondre justement à la crise, la contamination des substances actuellement, puis on voulait s'assurer que notre offre de service soit bien ciblée. Euh, Puis de toute façon, tu sais, nous, on ne va pas nécessairement demander dans nos premières questions, vous avez procuré où là, votre substance? Là? Fait que si la personne elle nous dit qu'elle consomme des opioïdes par injection, on va l'accueillir, puis on va l'accompagner, puis on va mieux comprendre, puis connaître sa situation, puis voir c'est quoi les préoccupations qu'elle a face à sa consommation. Puis on verra par la suite là, quel genre d'accompagnement qu'on peut lui offrir sur du moins long terme. C'est intéressant de savoir que les gens qui nous appellent, souvent, ils vont nous appeler fréquemment. Donc, c'est très rare qu'une personne a une seule consommation, puis nous appelle plus par la suite. On peut avoir parfois des gens qui vont nous appeler plusieurs fois par corps, aux heures peut-être, par exemple. C'est ça. Je ne sais pas si ça répond bien à la question de la personne, mais La personne me dit super, merci avec un bonhomme sourire. OK. Vous avez combien d'intervenants en même temps? Tu sais, si ça prend 40 minutes un appel, que les gens appellent à chaque heure, ça fait quand même beaucoup de. Oui. Pour le moment, on n'a pas d'enjeu au niveau du temps d'attente. Là. On est, comme vous avez pu voir, on a eu 117 communications depuis le 25 juin. On a une personne à deux personnes à la fois qui est sur place. Donc, c'est pas énormément, c'est le financement qu'on a pu avoir, mais c'est déjà beaucoup. On est juste content de pouvoir avoir eu le financement pour le lancer. Mais c'est ça, c'est toutes ça les questions là, d'accompagnement puis d'adaptation de nos protocoles, du temps qu'on peut rester avec la personne. Qu'est-ce que les gens aussi acceptent? Parce que de demander à quelqu'un de rester 40 minutes, par exemple, ça ne veut pas dire que nous, on voit là en ce moment des gens qui, au bout de 10 minutes, veulent déjà raccrocher, puis on essaie de garder la personne le plus longtemps possible pour avoir quand même un accompagnement puis une surveillance ou des symptômes des possibles. Puis au contraire, ben, une personne qui consomme par voie orale, ben, il faudrait faire un accompagnement beaucoup plus long. Tu sais, parce qu'avant d'avoir les effets d'une surdose par voie orale, ça peut prendre 90 minutes et plus. Donc, à ce moment-là, il faut adapter nos façons de faire. Donc, c'est une bonne question. Si jamais on peut avoir plus de financement, avoir plus de personnes, je pense que le fait d'être connu, qu'on a beaucoup d'appels, puis de démontrer que tu sais, c'est un réel, c'est un besoin, puis nos services sont utilisés, ben ça nous aidera. Ça va pouvoir nous aider à avoir plus de monde sur les lignes. Oui, c'est parce que c'est une question de financement, n'est-ce pas? On a un commentaire de mon côté, c'est un service qui semble super pertinent pour les personnes que j'accompagne. Je vais en faire la promotion. Et on a Dani qui demande, est-ce que ce serait pertinent de partager les organismes CAMI de leur secteur pour ceux qui ne le connaissent peut-être pas, surtout en région? De partager aux personnes qui nous appellent?
Très, très pertinent. En fait, oui, nous, on a évidemment les informations. Donc, c'est sûr que si vous référez chez nous, la personne, soit à drogue à des références, si elle veut simplement avoir le matériel de consommation ou des troubles de naloxone, on peut évidemment référer au CAMI ou tout organisme communautaire de la région qui pourrait aider dans ce sens-là. Euh, Puis, c'est sûr, en appelant à DPS, ça fait partie des questions de la sensibilisation qu'on est en mesure de faire avec la personne, puis de prévoir peut-être à la prochaine consommation ben là, c'est sûr qu'on va vérifier, là, c'est quoi qui est disponible, parce que quand l'exemple que vous donnez dans votre région, des fois, faut vraiment vérifier avant, parce qu'on ne veut pas créer des espoirs, mais oui, de faire cette sensibilisation-là, puis donner cette information-là. Je ne sais pas si ça répond. C'est sûr qu'il y a, je pense, il y a un site gouvernemental aussi qu'on peut référer à la population, où il y a tout l'ensemble de toutes les camis puis tous les endroits où il y a la distribution de naloxone. Euh, je ne l'ai pas en main tout de suite, là. Je ne pourrais pas vous donner, mais vous devez peut-être le connaître, peut-être certains d'entre vous, si on pourrait le mettre dans le chat. Mais c'est ça. Donc, il y a toujours cette information-là qu'on peut transmettre. Mais si on réfère à drogue à des références, on va être en mesure, évidemment, d'orienter la personne. C'est une excellente question. Puis c'est ça que l'expérience là va voir les limites. C'est pour ça qu'on a mis les limites de notre service. Pour le moment, c'est sûr que nos intervenants, il ne faut pas qu'il y ait une petite voix douce comme la mienne en ce moment là. Tu sais, il va falloir qu'ils puissent réagir par l'effort, assurer aussi. Des fois, c'est plus en amont, comme j'ai mentionné tantôt. Il ne faut pas sous-estimer l'expérience des gens qui nous appellent. Ils connaissent leurs produits, ils sont capables de. Des fois même, ils se procurent du produit, ils ont déjà une certaine information à l'achat comme quoi que le produit peut être contaminé ou pas. Il y a évidemment, comme on a mentionné, dans la mesure du possible, si on peut encourager la personne d'aller faire analyser sa substance. Il y a différentes choses qu'on peut faire déjà pour recueillir un ensemble d'informations pour préparer l'intervenant à quoi s'attendre. Parce qu'on ne veut pas non plus appeler des ambulances pour rien. Tu sais, ça fait partie de l'enjeu qu'on a. Pour le moment, ça ne s'est pas présenté. OK, on n'a pas eu une situation où la personne n'était pas du tout capable de répondre. Mais c'est vrai qu'il faut tu sais, réagir plus fortement, insister. Peut-être si la situation s'est produite, puis la prochaine fois quand elle nous appelle, on peut peut-être proposer, insister sur la visioconférence, ça pourrait être aidant, mais tu sais, c'est vraiment étape par étape. On fait des petits pas, puis on essaie de développer ce lien de confiance-là. Puis plus le lien de confiance est l'effort, plus on a un partage d'informations qui nous permet de mieux faire notre travail. Euh, mais oui, ça reste un enjeu. Puis quand j'ai consulté nos collègues, les autres organismes communautaires qui font de la supervision de consommation en personne, c'était quelque chose qui m'ont tout de suite mis à mon attention. Mais comment vous allez faire? Noors, ils vont un pas plus loin que nous. Eux autres, ils font du clavardage puis du texto. Tu sais, nous, moi, je me sentais pas assez sécure pour faire cet accompagnement-là de cette façon-là pour le moment. Mais c'est ça, ça va être l'expérience qui va nous dire là, comment qu'on va devoir s'ajuster selon aussi le marché, hein, tu sais, comme les substances, qu'est-ce qui se présente, comment les gens réagissent, c'est quoi les symptômes qu'on voit au niveau des surdoses. Puis ça, c'est quelque chose ou qu'on doit suivre de près. Donc, c'est pour ça l'importance d'être en collaboration puis de continuer à travailler en équipe. Non, ils offrent des services en français aussi. J'ai vu la question passer. Oui, mais ils ont de la difficulté des fois d'avoir un intervenant toujours présent qui est en mesure d'offrir le service en français. Puis on voit déjà des gens qui nous appellent, nous, puis qui appellent aussi à North. Donc, tu sais, on se connaît. Donc, on a eu l'occasion d'échanger avec North là, avant même notre lancement pour bénéficier de leur expérience. Donc, c'est sûr qu'on est content de pouvoir offrir un service francophone parce que c'était peut-être un enjeu de leur côté de pouvoir assurer une fluidité en français, là, tu sais, puis ça l'aide au niveau de l'accompagnement quand la langue n'est pas un obstacle. Il y avait une question Et parallèle. pour préciser, oui, c'est vas-y. ça, c'est qu'on répond dans les deux langues. Je vois la question de Marie-Pierre, mais oui, c'est un service bilingue comme une drogue et des références, là, d'ailleurs.
en tout temps, il y a de l'anglais ou du français accessible. Merveilleux. Je me demandais, est-ce que, je ne sais pas si vous l'avez mentionné, mais est-ce que quel genre de données vous gardez sur les gens? Est-ce que, tu sais, la personne qui utilise soit un pseudo ou son vrai nom, est-ce que, comme les centres de consommation supervisés, il y a quand même un dossier là, au nom de la personne? Est-ce que vous avez quelque chose de similaire? Pour le moment, on ne garde pas de dossier de la personne. Le seul dossier qu'on garde temporairement, c'est dans le cas que la personne a accepté de faire un suivi post-surdose. Donc, évidemment, on doit garder l'information jusqu'au moment qu'on fasse le suivi, qu'on a la possibilité de faire le suivi. Mais non, ça faisait partie des enjeux qu'on nous avait partagés. Les gens qu'on a consultés nous ont dit on veut pas, tu sais, on voudrait limiter ou réduire les informations partagées. Là, tu sais. Fait que les statistiques que vous avez vues, c'est pas mal les statistiques qu'on peut avoir. Les informations, c'est anonymisé, tu sais, on garde pas de dossier. Mais ceci étant dit, ça va être encore une fois l'expérience qui va nous dire de est-ce que c'est quelque chose qui est viable. Parce que on s'attend, nous, à ce que les gens nous appellent souvent. Et si les gens nous appellent souvent, ça devient pertinent de pouvoir avoir documenté un peu les appels, entre les appels, puis l'évolution des appels. Mais comme c'est un nouveau service, pour le moment, on réduit au maximum, suite à la volonté des gens qui ont consulté, l'information qu'on va recueillir. OK? Donc, Mais donc, pardon. Donc, chaque appel est unique. Tu sais, si la personne vous appelle, puis là, elle rappelle une heure plus tard, puis c'est le même intervenante, vous lui redemandez nom, adresse, qu'est-ce que tu consommes, si c'est ça. même si on avait un dossier, il y a des informations qu'on n'aurait pas le choix de revoir, de revalider, parce que ça ne veut pas dire que la personne consomme la même substance ou que, tu sais, elle est au même endroit. Donc, il y a quand même des informations on va devoir quand même revérifier. Mais l'affaire, comme je disais tantôt, les informations qu'on recueille, on peut les déliter quand c'est un ordinateur, mais c'est pas délité dans notre petite équipe, là. Tu sais, je veux dire, ils les connaissent, les gens qui nous appellent. Il y a des liens de confiance qui se tissent. Donc, les personnes sont capables de se reconnaître. Surtout pour les gens qui nous appellent très souvent. Mais comme je disais, il y a quand même une évolution dans cette question-là de savoir est-ce qu'on devrait offrir un suivi? Euh, Est-ce que c'est une offre qu'on pourrait proposer? Il y a des gens qui voudraient peut-être pas, mais il y a des gens qui voudraient peut-être qu'on retienne plus d'informations à leur sujet pour offrir un meilleur accompagnement. Mais c'est ça, on n'est pas dans notre projet, on n'est pas rendu là. On est vraiment dans cette exploration-là de comment adapter, faire le extra mile. Là. Qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus qui répond vraiment aux besoins? Je soupçonne que c'est pas tout le monde, mais il y aurait déjà là, je vois qu'il y aurait utilité. Là. C'est une bonne question parce que on voit déjà une utilité de rassembler quelques informations parce que je sens le besoin d'un suivi pour certaines personnes. Hmm. Et moi, j'ai d'autres questions, mais je ne sais pas si vous en avez l'audience. Est-ce que c'est la même équipe qui fait tous les services au centre de référence Grand Montréal? Vous avez l'équipe Jeu Aide, Drogue Aide, puis là, il va y avoir l'équipe qui fait juste l'accompagnement à distance? Excellente question. Notre équipe à drogue à des références et jeux à des références, c'est la même équipe qui répond aux deux lignes. Puis, on a un comité spécial qui répond aussi en plus à ADPS. Pourquoi? Parce qu'on a des outils informatiques différents, donc la visioconférence, entre autres, nos protocoles, etc. On cherchait une expertise, des gens qui ont déjà travaillé en réduction des méfaits ou des gens qui ont un savoir expérientiel qui seraient prêts à l'utiliser dans l'accompagnement. Évidemment, une bonne connaissance au niveau des substances, puis de la consommation en général. Donc, ce qui a fait en sorte que puis qui est prêt à travailler dans des heures atypiques. Puis c'est quand même très niché. C'est quand on a fait le recrutement. Donc, on a été très chanceux de pouvoir vraiment former un comité composé de 10 intervenants dans lequel ils sont très confortables là, de naviguer là, au niveau ADPS, puis des autres services qui sont moins présents, mais quand même, ils peuvent quand même répondre à droit et des références ou à jury des références. Oui, c'est ce que j'aurais à dire. C'est sûr que notre équipe à droit et défense, c'est 23 intervenants qu'on a présentés, fait que ça représente un peu moins de la moitié.
des gens qui sont un peu dans tous les services, mais on a quand même comme une petite spécialité là, pour répondre à ADPS. Ouais, c'est quand même beaucoup d'avoir la moitié de l'équipe qui est Mhm. intéressée par ça à peu près. Est-ce que là, je suis plus dans la logistique du service à l'interne, là, mais est-ce qu'il y a de la supervision clinique? C'est quoi le soutien aux intervenants? Parce que c'est pas nécessairement facile d'accompagner comme ça. Oui, excellente question. Il y a de la supervision clinique. On est très heureux d'offrir de la supervision clinique déjà depuis quelques années. C'est un grand besoin au niveau de nos équipes, donc sont accompagnés, sont soutenus. Oui, donc la réponse, elle est oui. Puis on est très disponible, donc à tout temps de l'heure de la journée ou de la nuit, on peut faire un debrief selon les expériences qui sont vécues, surtout maintenant, parce que, tu sais, dans un lancement, c'est des nouvelles expériences, des nouvelles situations où que les gens se retrouvent euh, qui n'avaient peut-être pas l'habitude d'être en présence de certaines de ces situations-là. Donc, c'est super important d'appuyer nos équipes. Donc, nos intervenants, oui, ils ont de la supervision clinique. Est-ce que pour l'instant, il peut y avoir de l'attente et justement, la IDQ qui a un énorme réseau, nous aussi on partage. Est-ce que vous anticipez de l'attente à partir du 17 novembre, en tout cas dans les semaines suivantes? C'est une bonne question. Je ne sais pas si on va avoir beaucoup d'attentes. C'est sûr que il y a toujours droit à des références qui est quand même là. Si une personne veut parler ou s'informer, vu que c'est du nouveau pour les nouvelles personnes qui vont accéder au service, il y a beaucoup de questions. Ce qu'on a vu là, depuis le 25 juin, il y a des gens qui n'ont pas nécessairement voulu accepter, par exemple, à consentir, mettons, parce qu'ils ne savaient pas trop. Donc, on a pris le temps d'expliquer c'est quoi le service, etc. Donc, si on voit qu'on a un flot important de personnes qui a des questions, tout ça, ben, on peut quand même utiliser nos renforts là, à droit à des références pour pouvoir répondre à ces demandes-là. Puis, c'est sûr que s'il y a une demande, puis on n'est pas en mesure de répondre à la demande, mais c'est des arguments de plus pour pouvoir financer adéquatement tu sais, des services en réduction des méfaits, que ce soit nous ou d'autres, parce qu'on comprend que c'est pas, on serait pas les seuls qui auraient un débordement au niveau des services d'accompagnement. Donc, on sera des alliés pour pouvoir démontrer avec toutes nos données puis nos expériences comme quoi que il faut faciliter l'accès à ces services-là, puis plutôt que de mettre des obstacles. Et donc, pour le moment, vous n'en avez pas, juste pour répondre à la question du chat. Non, pas d'attente. Pour le moment, ça pourrait arriver, tu sais, c'est le hasard, là. Je veux dire, deux personnes appellent en même temps, mais j'ai pas vu ça bien souvent, là. Puis, est-ce que, ben, j'imagine que ça va venir avec le temps aussi, mais c'est ça, il y a des régions du Québec qui sont quand même très éloignées. Les services d'urgence, ça peut être plus difficile d'avoir accès. Est-ce que vous avez des situations, je ne sais pas, qui faisaient appel à ce genre de situation-là ou c'est à venir, j'imagine? Tu sais, C'est une pardon, qu'il y a un besoin d'urgence, mais que ça prend je ne sais pas combien de temps avant que l'urgence arrive. Oui, c'était une de mes préoccupations principales quand j'ai commencé à réfléchir parce que j'étais consciente que dans certaines régions administratives, l'accès à des services, à des ambulances, ça peut prendre un certain temps. Quand j'ai consulté les services d'urgence, c'est sûr que à DPS, d'abord, la première chose, c'est de se faire connaître auprès des services d'urgence, le 911. Ça va aider. Puis de bien comprendre que c'est au même niveau que c'est une question de vie ou de mort. Donc, ils vont être classés dans d'une réponse très rapide. Ils ont des quotas, tu sais, comme quand ça se retrouve dans des situations comme de ce type-là, de temps de réponse. Donc, on rentrerait dans les services de réponse les plus rapides, au même titre qu'une crise cardiaque, là, par exemple. Donc, c'est sûr que, sachant ça, le risque que ce soit un policier qui se présente en premier est très élevé, surtout en région, parce que ça serait la personne qui serait en mesure de se déplacer le plus rapidement. De là, l'importance pour nous que les gens qui nous appellent, de bien comprendre ça. Tu sais, c'est pas tout le monde qui se sentirait à l'aise avec ça, puis de voir explorer les alternatives s'il y a lieu. Mais jusqu'à date, les gens, ben, ils préfèrent avoir cette réponse-là rapide que de se retrouver seul. Tu sais, c'est comme les gens qui nous appellent ont déjà comme une conscience des risques associés, puis ils agissent consciemment à réduire les risques. Donc, nous, on félicite, puis on encourage ça, puis on essaie de sécuriser ça de la mesure du possible. Puis, s'ils ont des mauvaises expériences, de nous les ramener, puis
nous, on s'engage à continuer à faire des efforts de sensibilisation auprès des services d'urgence, entre autres, là. Mais évidemment, on est quand même limité. On pourrait ajouter un point dans nos limites, ce serait celle-là, mais je veux dire, on fait de notre mieux. Puis je pense plus qu'on en parle, plus qu'on ouvre la discussion, puis on a des retours concrets, ben ça nous permet de faire cette sensibilisation-là, puis d'être un peu porte-parole là, pour ceux que parfois ils n'ont pas la parole. Mhm. On demande dans le chat, est-ce que les gens peuvent commencer à référer dès maintenant au service ou vous préférez qu'il y ait l'attente à partir du 17 novembre? Dès maintenant. Merveilleux. C'est clair. C'est clair. Puis c'est sûr puis on est très ouvert à du feedback. Donc, un retour, si tu sais, vous êtes des intervenants, si vous avez référé notre service, puis un retour, tu sais, une critique, un commentaire, écrivez-nous, écrivez-moi. Tu sais, notre objectif, c'est que ça répond bien à la population. Puis si on peut s'améliorer, clairement, on va pouvoir s'améliorer. On voit déjà des situations où on doit s'améliorer, mais on est très ouvert à avoir ces commentaires-là pour améliorer notre service. Parce que je sais que vous êtes des intervenants, vous êtes près de votre clientèle. Tu sais, puis c'est le bouche à oreille aussi, hein. Tu sais, si les gens vont nous appeler, c'est parce ils se sont fait référer, ils ont confiance en la personne qui réfère. Puis c'est important de ne pas briser ce lien de confiance-là. Ben, parfait. Est-ce qu'il y avait une dernière question, commentaire qui vous brûle les lèvres? Il nous reste un petit 2 minutes. C'est clair, vous allez avoir, si vous allez avoir le PowerPoint, vous avez les courriels, je peux vous les renvoyer dans le courriel que je vais vous envoyer. Donc, puis il y a le site web, il va y avoir après ça un kit média, j'imagine qu'il va suivre. Vous pouvez ça me l'envoyer, puis je pourrai le partager aux participants et à nos membres plus largement aussi. Donc, bravo encore. Merci beaucoup, Lucie. Merci, Nancy. C'était super intéressant, enrichissant de savoir plus comment fonctionne le service. Et merci à tout le monde d'avoir été là. Donc, au plaisir de se reparler dans le futur, peut-être avoir un update, voir comment ça se passe. Oui. Merci à vous. Merci pour l'invitation. Ben, bon lancement, Merci bonne beaucoup. chance. Merci. Au revoir. Au revoir tout le monde, bonne fin de journée.